Mais l'officier en prévenait toujours à dire qu'il ne demandait ni regard ni parole de l'empereur qui serait avec nous comme s'il n'y était pas. Il ne pouvait comprendre et ne comprenait pas en effet que sa vue seule peut faire du mal à l'empereur. Je lui ai dit qu'il était une échelle pour la manière de sentir et que la même mesure n'était pas celle de tout le monde. Il semblait croire que nous interprétions les sentiments de l'empereur et qu'il, si les raisons qu'il me donnait lui ayant expliqué, il se rendrait. Il était tenté de lui écrire. Je l'assurais que pour ce qui lui était personnel, il n'en dirait jamais autant à l'empereur que j'en pourrais dire moi-même, que du reste j'allais de ne pas lui rendre mot à mot notre conversation. Je suis revenu bientôt lui confirmer ce que je lui avais dit d'avance. L'empereur avait des instants renoncé à ce parti. Voilà toutefois pour mon compte éviter tout malentendu qui aurait pu croître la discussion du jeu fasciste. Je lui ai demandé s'il aurait aucune objection à me montrer le compte qu'il rendrait à l'amiral. Il m'a dit qu'il n'en aurait aucune, mais qu'il ne le lui rendrait que de vive voix. Résumons alors notre longue conversation en 2 mots. Je l'ai réduite à 2 points bien positifs. Lui, à me voir, dites vouloir se joindre au groupe de l'empereur. Moi, de lui avoir répondu que l'empereur dès lors renoncé à ce parti ne sortirait pas des limites, ce qui a été parfaitement agréé de nous deux. L'empereur m'a fait appeler dans sa chambre, dévorant en silence le contretemps qui venait d'éprouver. Il se trouvait déjà déshabillé et en robe de chambre. Il m'a retenu à déjeuner et à observer que le temps tournait à la pluie que nous aurions eu une mauvaise vue pour notre excursion, mais c'était une faible adoucissement à la contrainte aiguë qui venait de troubler un plaisir innocent. Le fait est que l'officier avait reçu de nouveaux autres, mais l'empereur n'avait eu l'idée de sa petite excursion que sous les promesses antérieures de l'admiral, promesses pour lesquelles l'empereur s'était plu à lui témoigner de la satisfaction. Ces changements actuels sans faire rien dire à l'empereur devait nécessairement lui être très sensible. On lui manquait de paroles, l'on avait voulu le rendre dupe. Cette heure de l'admiral est un de ceux qui ont le plus pesé sur le cœur de l'empereur. L'empereur prit un bain et n'a point dîné avec nous. À 9 heures, il m'a fait appeler dans sa chambre. Il lisait Don Quixote, ce qui nous a mené à causer de la littérature espagnole des traductions des lésages. Il était fort triste et causait peu. Il m'a renvoyé au bout des 3 quarts d'heure. 10. Vers le 4, l'empereur me fait appeler dans sa chambre. Il était habillé et en botte. Il comptait monter à cheval ou promener dans le jardin, mais il pleuvait un peu. Nous avons marché et causé en attendant que le temps s'éclaircit. Il a ouvert la porte de sa chambre sur le cabinet topographique. Un feu allongé. Sa promenade de toute l'étendue de ce cabinet. En approchant du lit qui se trouve, il m'a demandé si je couchais toujours. Je lui ai répondu que je vais cesser de l'instant où j'ai fait ce qu'il voulait sortir de bon matin. Qu'importe, m'a-t-il dit, revenez.
Je sortirai au besoin par ma porte derrière. Le salon s'est entrouvert. Il y a entré, monsieur de Montalon et Gorgo s'y trouvaient. On travaillait à établir une petite lustre assez jolie et une petite glace sur la cheminée. L'empereur fait redresser cette dernier que penché de quelques lignes sur un côté, il se réjouit de cette amélioration dans le meublement de salon, ce qui prouve combien tout est relatif, qu'ils ont été ces objets à ses yeux il y a quelques années. Lui qui avait pour 40 millions de mobilier dans ses palais. Nous sommes rentrés dans le cabinet topographique. La pluie continuait. Il renonçait à la promenade, mais il regrettait que le grand maréchal ne fût pas arrivé. Il se sentait aujourd'hui disposé au travail depuis 15 jours. Il avait interrompu. En attendant Bertrand, il cherchait à tuer le temps. Allons chez Madame de Montalon, m'a-t-il dit. Je lis et annoncé ses assis m'a fait asseoir et nous avons causé de meublement et de ménage. Il s'est mis à leur faire l'inventaire de l'appartement pièce à pièce. Elles ont demeuré d'accord que le mobilier ne s'élevait guère au-delà des 30 Napoléons. Sortant de chez Madame de Montalon, il a couru de chambre en chambre et s'est arrêté devant l'escalier qui, dans le corridor, conduit en haut chez les champs. C'est une espèce de gel de vaseau fort rapide. Voyons, dit-il, l'appartement de machin, on dit qu'il y est comme une petite maîtresse. Nous avons grimpé. Marchand s'y trouvait. Sa petite chambre est propre. Il y a collé du papier qu'il a peint lui-même. Son lit n'était pas garni. Marchand ne couche point si loin de la porte de son maître. À Briars, lui et les deux autres valets de chambre ont constamment couché par terre en travers de la porte de l'empereur, si bien que quand j'en sortais tard, il me faillit le marcher sous le corps. L'empereur s'est fait ouvrir les armoires. Elles n'ont présenté que son linge et ses habits. L'étude était fort peu considérable, et pourtant il se tenait encore d'être si riche. Combien ai-je de parents? A dit-il, en se saisissant d'une paire. 4 paires, a répondu le marchand. Il en a-t-il de plus distingués les uns que les autres? Non, sire. Eh bien, je veux donner une Las Casas. Si sont-ils vieux? Oui, sire, ils sont presque usés. Ils ont servi à votre majesté dans la campagne de Dresde et dans celle de Paris. Tenez, mon cher, m'a-t-il dit en me les donnant. Voilà pour vous. J'aurais voulu qu'il me fût permis de les recevoir à genoux. J'ai reçu là quelque chose qui tenait réellement aux belles journées de Champopert, Montbérail, Nongy, Montero, autant de Amadis fut-il jamais de plus digne monument de chevalerie. Votre Majesté me fait chevalier, lui ai-je dit. Mais comment gagner ces éperons? Je ne puis plus prétendre à aucun fait d'armes. Et quant à l'amour, au dévouement depuis longtemps sûr, je n'ai plus rien à donner. Cependant, le grand maréchal ne venait pas à l'empereur, voulait travailler. Vous ne pouvez donc plus écrire, m'a dit. Vos yeux sont tout à fait perdus. Depuis que nous étions ici, j'avais interrompu tout le travail. Ma vue disparaissait et j'en éprouvais une tristesse mortelle. Oui, sire, lui, et j'ai répondu. Ils le sont tout à fait, et ma douleur est de les avoir perdus sur la campagne d'Italie sans avoir eu le bonheur et la gloire de l'avoir faite.
Il a cherché à me consoler en me disant qu'avec du repos, ma vue se réparerait, sans doute ajoutant: Ah, que nous ont-ils assez plein. Ce bon jeune homme serait aujourd'hui d'un grand service. Il a fait venir la générale Coco pour lui dicter. 11. Après le déjeuner, vers midi et demi, promenant devant la porte, j'ai vu arriver une nombreuse cavalcade précédée du général colonel du 53e. C'était l'admiral Taylor, arrivé de V du Cap avec son escadre et repartant le surlendemain pour l'Europe. Parmi ses capitaines était son fils ayant un bras de moins. Il l'avait perdu à Trafalgar, où son père commandait le tournant. L'admiral Taylor était venu payer ses respects, me dit-il à l'empereur, mais on venait de lui répondre qu'il était malade, et il en était cruellement désappointé. Je lui ai observé que le climat de Longwood était très défavorable à Napoléon. J'ai choisi mal mon temps, le ciel était très beau, et le lieu de déployait en ce moment toute l'illusion dont il pouvait être susceptible. Aussi l'admirable observa-t-il que le site était charmant. Mais à peine lui ai-je répondu d'un air triste et vrai. Oui, monsieur l'admirable, aujourd'hui est pour vous qu'il n'est resté qu'un quart d'heure qui se confondait en excuses, mais prions de lui pardonner son impertinente expression, disait-il. Je dois cette justice à toute la grâce qu'il témoigna en cet instant. 12 à 14. L'empereur, depuis plusieurs jours, avait entièrement interrompu ses promenades à cheval. La reprise que voulut en faire le 12 ne fut pas propre à lui en redonner le goût ni l'habitude. Nous avions franchi notre veillée ordinaire. Nous la remontions chez le rêveur posé à Longwood lorsque d'une décrète où jusque-là il n'y avait eu aucun poste. Un soldat nous fit beaucoup d'écrits et de gestes. Comme nous étions dans le bassin de notre enceinte, nous n'en tîmes aucun compte. Alors cet homme descendit hors d'haleine, chargeant son arme en courant. Le général Gorgo reste de l'arrière pour voir ce qu'il voulait tandis que nous continuâmes notre route. J'ai pu le voir à l'aide de plusieurs témoins, le collecter et le contenir, et il le fit suivre jusqu'au poste de besoin du général grand maréchal. Le général Coco voulait l'y faire entrer, mais il lui échappa. Il se trouva que c'était un caporal ivre qui avait mal entendu sa consigne. Il nous avait plusieurs fois couchés en jus. Cette circonstance qui pouvait se répéter si facilement nous fit frémir. Pour les jours de l'empereur, lui ne vit qu'un affront moral ou nouvel obstacle son exercice du cheval. L'empereur avait interrompu ses invitations à dîner. La distance de la toilette était pénible pour les convives. Quant à nous, nous en approuvions de la gêne sans en recueillir aucun agrément. L'empereur avait insensiblement repris son travail régulier. Il était généralement au grand maréchal sur l'expédition d'Égypte. Quelque temps avant le dîner, il me faisait venir avec mon fils pour réduire, découper en paragraphes les divers chapitres des Cavaliers d'Italie. La réversie était tout à fait passée de mode. L'empereur y avait renoncé. L'après-dîner était désormais consacré à la lecture de quelques ouvrages. L'empereur lisait lui-même tout haut. Quand il était fatigué, il passait le livre à quelqu'un. Mais alors, il n'en se frottait jamais la lecture, plus d'un quart d'heure. Nous en étions à ce moment des romans. Nous en intermions beaucoup que nous ne finissions pas. C'était Manon Lescaut que nous rejetâmes bientôt comme roman
d'antichambre, les mémoires des grands monts, si pleins d'esprit, mais qui ne font point d'honneur aux hautes murs du temps, les chevaliers des Faublas qui n'est supportable que 20 ans. Quand ces lectures pouvions nous conduire jusqu'à 11 heures minuit, l'empereur en témoignait une véritable joie. Il appelait cela des conquêtes sur le temps. Et il trouvait qu'elles n'étaient pas les plus faciles. La politique aussi avait son tour. Environ toutes les 3 ou 4 semaines, nous recevions un gros paquet de journaux d'Europe. C'était un coup de fouet qui nous ravivait et nous agitait fort durant quelques jours, pendant lesquels nous discutions, classions et résumions les nouvelles, après quoi nous retombions insensiblement dans le marasme. Les derniers journaux nous avions été apportés par la corvette La Levrette, arrivée depuis quelques jours. Ils rempliront une de nos soirées et feront éclater dans l'ombre un de ces moments de chaleur et de verve dont j'ai été parfois le témoin au Conseil d'État et que lui échappant des temps à Autricie. Il marchait à grands pas au milieu de nous, s'animant par degrés et ne s'interrompant que par quelques instants de méditation. Pauvre France, disait-il, quelles seront tes destinées? Surtout qu'est devenue ta gloire? Je supprime le reste d'une assez longue étendue. Il le faut. Les papiers semblant dire que l'Angleterre avait voulu les démembrement de la France, mais que la Russie s'y était opposée. L'empereur a dit qu'il les jugeait ainsi, que c'était le système naturel que la Russie devait voir avec peine la dissolution de la France parce qu'elle devait craindre alors de voir l'Allemagne s'agglomérer infailliblement contre elle, tandis que d'un autre côté, l'aristocratie anglaise devait désirer l'affaiblissement extrême de la France et le despotisme sur ses ruines. Je sais bien que cela n'est pas votre pensée, a-t-il dit en s'adressant à moi. Vous êtes anglais. J'ai répondu qu'il rendait bien difficile de le combattre, mais qu'il me semblait que dans cette aristocratie anglaise même, il pouvait à toute rigueur se rencontrer peut-être des têtes assez fortes et des cœurs assez droites pour comprendre qu'après avoir abattu ce qui menaçait leur existence, il pouvait devenir avantageux de relever de ce qui n'était plus à craindre, que la circonstance était unique pour fonder un système nouveau qui unit à jamais les deux peuples dont leur intérêt le plus cher les rendit nécessaires l'un à l'autre au lieu de les maintenir ennemis naturels. L'empereur terminait en disant qu'il était bien sinistre sans doute, mais qu'il avait beau faire, qu'il ne pouvait voir que des catastrophes, des massacres de sang. 15. J'avais entendu parler à bord du vaisseau de l'histoire secrète du cabinet de Bonaparte par Goldsmith. Et au premier moment de loisir ici, j'avais eu la fantaisie de la parcourir, mais j'ai eu beaucoup de peine à me le procurer. Les Anglais s'en défendiront longtemps. Ils disaient que c'était aussi abominable, libelle, qu'ils nous ayons me les mettre dans les mains. Ils en avaient honte eux-mêmes, disait-il. Il me fallut insister longtemps, le répéter maintes fois, que nous étions toutes cuirassées sur des pareilles gentillesses, que celui-là même qui en était l'objet ne faisait qu'en rire. Quand les arts
les lui plaçaient sous la main. Et puis, si cet ouvrage était si mauvais qu'on le disait, il manquait son bout. Il cessait de l'être. J'ai demandé ce qu'était ce Goldsmith, son auteur. C'était en anglais, me disait-on, qui, à Paris, et qui de retour en Angleterre cherchait à échapper au châtiment et à gagner encore quelque argent en accablant d'injures et d'imprécations l'idole qui avait longtemps encensé. J'obtins enfin cet ouvrage. Il faut en convenir, il est difficile de masser des plus horribles et du plus ridicules que nous présentons. Ces premières pages, la violence, l'empoisonnement, l'inceste, l'assassinat et tout ce qui s'ensuit sont accumulés par l'auteur sur son héros et cela de la plus tendre enfance. Il est vrai que l'auteur semble s'importer peu de les rendre croyables et qu'il les démontre lui-même impossible ou bien les détruit par les anachronismes, les alibis, les contradictions de toute espèce, les méprises des noms des personnes de fait les plus authentiques. Ainsi, lorsque Napoléon n'avait encore que 10 à 12 ans, elle se trouvait sous le barreau de son école militaire et lui fait comme être des attendants qui demanderaient en moins la joie et une certaine liberté. L'auteur lui fait entreprendre ce qu'il appelle ces brigandages d'Italie à la tête de 8000 galériens échappés du bagne de Toulon. Plus tard, il fait abandonner les règnes autrichiens à 20 000 Polonais qui passent sous les drapeaux du général français. La même auteur fait venir Napoléon en fauteuil d'or à Paris quand tout le monde sait qu'il ne quitta jamais son armée. Il le fait traiter avec la prince de Condé et demander Madame Royale en mariage. Peu pris de sa trahison, je passe une foule de choses d'une aussi absurde impudence. Il est évident que pour la partie surtout des anecdotes sales ou ridicules, il ne fait qu'entasser tout ce qu'il a entendu. Mais encore, à quelle source a-t-il été puisé? La plupart de ces traits ont pris certainement naissance dans certains cercles fortement veillants de Paris, mais encore sur ce terrain. Avait-on-il un certain esprit du sel, du menton, certaine couleur dans l'apparence, certaine grâce dans la diction. Ici, ces traits sont déjà descendus des salons dans la rue. Ils n'ont été recueillis qu'après avoir roulé dans les ruisseaux. Les Anglais convenaient que c'était si fort, car l'exception des classes les plus vulgaires de la société, cet ouvrage élevé était un poisson qui portait son antidote avec lui.